Je vais maintenant donner la parole à un grand témoin sur ce sujet, grand témoin qui s'appelle Céline Prévost, qui va me rejoindre. Céline qui est aujourd'hui directrice commerciale de l'UTMB Group, mais qui va reprendre sa casquette quelques minutes de directrice marketing et commerciale des championnats du monde de ski alpin Courchevel-Méribel 2023. Bienvenue Céline, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour évoquer sans doute certains des sujets dont on vient de parler là. Ces sujets qui sont, on pourrait le dire, annexes et pourtant qui sont hautement importants. C'était quoi les enjeux quand on prépare les championnats du monde de Méribel-Courchevel en 2023, les enjeux qui se posaient devant vous? Il y avait pas mal d'enjeux en réalité, comme ce que peuvent vivre aujourd'hui, je pense, beaucoup d'événements sportifs, qui soient de l'ampleur des Jeux olympiques et paralympiques, ou qu'ils soient des championnats du monde, ou qu'ils soient des événements annuels. On a beaucoup d'enjeux en fait d'acceptabilité de l'événement. Et donc on avait spécifiquement à la montagne, sur des sports d'hiver, l'enjeu semblait encore plus présent dans les esprits. Et donc c'était un sujet très très important, la sustainability pour nous. Donc ça c'était un gros enjeu. Et puis c'était aussi un enjeu de s'insérer dans un territoire de montagne, alliant 2 stations de sport d'hiver. Donc ça c'était un autre enjeu aussi, de faire travailler les gens ensemble, dans un contexte quand même très particulier, parce qu'il y a beaucoup, c'est un peu un millefeuille, une station de sport d'hiver, il y a pas mal de parties prenantes, donc c'était faire travailler un peu tout le monde dans le même sens. Voilà les gros enjeux qu'on avait à la veille des championnats du monde. Ouais, cette exemplarité, évidemment, vous étiez regardé de près. On entendait tout à l'heure, quand on parlait de la cérémonie d'ouverture, ces critiques qui arrivaient. Est-ce que vous allez y arriver, etc. Là, il y avait le pourquoi on organise ces championnats du monde. On aura peut-être à nouveau ces soucis-là à résoudre avant Alpes 2030, évidemment. Pour vous challenger, pour vous aider, pour vous emmener encore plus haut, vous vous êtes fait aider d'auditeurs externes. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ? Alors en effet, on a tout de suite en fait monté un comité RSE avec beaucoup de parties prenantes, et notamment en effet des associations comme Protect Our Winter par exemple, comme la Water Family, qu'on a souhaité intégrer dès le départ en fait dans ce comité. Pour qu'ils puissent nous challenger sur les décisions qu'on prend, pour qu'ils puissent être partie prenante de cette organisation, pour qu'ils puissent être conseil sur les choix très structurants qu'on avait à faire en matière de restauration, en matière de transport, en matière de merchandising, etc., etc. Et puis, ce comité RSE, au-delà des associations, c'était aussi une façon de faire vivre, je parlais des territoires tout à l'heure, un championnat du monde de ski, pour exister, il a besoin des sociétés de remontée mécanique, il a besoin des mairies. Donc, on avait besoin que tout le monde soit aligné sur ces enjeux de respect de notre terrain de jeu. Et donc, c'était un super outil, ce comité RSE, pour faire interagir toutes ces parties prenantes et puis prendre les bonnes décisions, prendre les bonnes orientations et ensuite partager les challenges ensemble et voilà, et délivrer ce qu'on a eu à délivrer. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de ces championnats du monde ? Les premiers enseignements, c'est que c'est vraiment ça, c'est qu'on a besoin en fait sur un championnat du monde ou sur un grand événement d'allier toutes les forces ensemble, et donc on a besoin pour réussir qu'il y ait des enjeux partagés, et pour ça il faut partir largement en amont. Je pense que dès la candidature, dès qu'on candidate à accueillir un grand événement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête dès le départ. Nous, on n'a pas eu énormément de temps. Le comité d'organisation s'est monté, je pense, 3 ans avant, et on a été en équipe pleine pendant 2 ans, je pense.
Évidemment, il y a déjà des acteurs qui sont là sur le territoire. Hein, je parlais des sociétés de remontée mécanique, mais il y a les moniteurs, etc. etc. Donc, mais il faut faire marcher tout ce petit monde ensemble, à la fois les équipes éphémères et puis les équipes qui sont là sur place. Et puis, il faut faire des choix structurants dans le budget de la candidature, parce que avoir un événement qui respecte son environnement, c'est aussi des choix budgétaires. Donc, je pense qu'il y a la notion d'anticipation et d'anticipation et d'alignement en amont sont des notions qui me semblent assez importantes à retenir. Vous auriez des actions à nous partager que vous avez mises en œuvre justement pour répondre à ces enjeux de durabilité, de sustainability. On se souvient au début de cette année-là, hein, c'est cette polémique avec cette neige qui avait été apportée au Grand Bornand. Vous avez dû gérer ça aussi. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre vraiment pour que ces championnats du monde finalement soient les plus respectueux possibles? On a mis plein de choses en place. On avait en effet le sentiment que le ski était le ski et les sports d'hiver sont parfois de façon irrationnelle mis devant le tribunal, alors qu'il y a plein d'acteurs qui travaillent au quotidien hein, pour faire en sorte que cette montagne, qui est le premier témoin quand même du réchauffement climatique, soit exemplaire sur tout ce qu'elle fait. Nous, on a travaillé avec des sociétés de remontée comme Meribel Alpina, par exemple, donc, qui appartient à la Compagnie des Alpes, qui a déjà mis en place un grand nombre de choses, les dameuses, les carburants alternatifs pour les dameuses, etc., la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, etc., etc. Donc voilà, on n'arrivait pas en territoire vierge, mais il fallait quand même qu'on mette en place un grand nombre de choses. Et donc il y a quelque chose qui nous a bien aidé aussi, c'est d'avoir l'ambition, en fait, au-delà de signer la charte des grands événements sportifs internationaux avec le ministère des Sports et WWF, on voulait aller un peu plus loin et on s'est engagé dans une certification ISO 20121. Qui donc nous a demandé, nous a permis d'être certifiés, d'être suivis. Et ça a été un vrai outil de gouvernance, en fait, pour mener cette démarche-là, parce qu'on a été audité à plusieurs moments de la démarche, et ça nous a permis de bien mettre en œuvre les différentes actions. Alors, quelques exemples d'actions concrètes. D'abord, un partenariat qu'on a monté avec Enedis, qui a été une première expérience pour eux en amont des JOP, pour nous aider en fait à raccorder la plupart de nos besoins énergétiques au réseau, donc renforcer le réseau public pour ne pas avoir à utiliser de générateurs qui utilisent du fuel. Et donc ça nous a permis de réduire notre empreinte carbone de façon assez incroyable entre les finales de la Coupe du Monde, qui était notre test event l'année précédente, et les championnats du monde. Donc ça a porté ses fruits de façon incroyable. Les générateurs qu'on n'a pas pu éviter parce que nos détenteurs de droits, notamment audiovisuels, ne faisaient pas confiance au réseau français, à tort. On a eu des générateurs à hydrogène, donc on a vraiment mis en place une politique énergétique importante. Après, on a mis en place 2 journées de restauration où on n'était que sur du végétarien. On a mis en place des plans de transport pour amener des plans de transport collectifs pour amener les personnes sur place. On a mis en place. En fait, la certification nous a amené à décider avec chaque responsable de secteur des grandes actions prioritaires avec des objectifs chiffrés à atteindre. Et c'est ça qu'on a réussi à mettre en place. Donc moi, en tant que directrice commerciale, par exemple, j'avais sur le merchandising plus de 50% de produits fabriqués en Europe. Et du coup, c'est devenu un challenge pour la personne qui, dans mon équipe, s'occupait de ça. Et on a dépassé, en fait, cette politique d'achat responsable. Avec 18 mois de recul maintenant et dans la perspective d'Alpes 2030 dont on a parlé depuis ce matin, quels seraient les axes d'amélioration encore possibles, les sujets à travailler en priorité sur lesquels vous sentez qu'on n'y est pas encore, mais il y a quand même pas mal de choses à faire?
Je pense que déjà, pour ce qui nous concerne, déjà pour commencer, il y a quelques critères qu'on n'a pas atteints dans les objectifs qu'on s'était mis secteur par secteur. L'un de ces secteurs, c'était, on voulait un événement qui soit accessible à 100% aux personnes à mobilité réduite. Et en fait, on a finalement eu que 70% de nos sites qui étaient accessibles. La montagne est un territoire compliqué, on le sait, hein, pour les personnes à mobilité réduite. Avec la neige, on rajoute, évidemment pas pour toutes les personnes en situation de handicap, mais en tout cas pour les personnes à mobilité réduite, on rajoute une complexité. Donc on avait fait des tests sur les finales 2022 avant les championnats du monde. On pensait être prêt pour les championnats du monde 2023 et on a eu certaines contraintes qui nous ont empêchés d'atteindre ces objectifs-là. Donc ça, on avait pourtant des stations qui ont des écoles handisport, etc., qui pratiquent le ski handisport, mais on n'a pas vraiment réussi à aller au bout de cet objectif-là. Et puis ensuite, on a parlé beaucoup du côté environnemental, mais à la montagne, il y a un côté aussi inclusion qu'on aurait aimé apporter, mais on n'est pas dans un grand centre urbain, donc faire venir des enfants, des enfants ou des adultes qui ne seraient pas très inclus à la montagne, c'est plus difficile parce qu'il faut les faire venir de plus loin. Donc voilà, ça c'est un des enjeux aussi, l'inclusion à la montagne. On sait que la montagne a un côté un peu élitiste et on n'a pas forcément eu... on a mis en place un certain nombre d'actions, mais je pense qu'on aurait aimé aller plus loin. Voilà, il y a encore des pistes d'amélioration. En tout cas, la clé, vous l'avez dit en préambule, hein, c'est l'anticipation et le fait de pouvoir mettre des choses en place longtemps avant et de mettre finalement tous les acteurs concernés autour de la table. Ouais, et je crois qu'il y a une volonté politique qui est importante, une volonté du comité d'organisation et parce qu'il faut tenir bon. C'est des politiques qui ne sont pas faciles à mettre en place, où dès qu'on a un petit revers ou un petit sujet budgétaire, c'est vite fait de revenir en arrière sur des engagements qu'on prend en début de mandat, on va dire. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir et qu'il faut essayer de mettre en œuvre, c'est-à-dire avoir une certaine consistance entre le projet qu'on veut mener et puis l'aboutissement, même si évidemment on passe par des hauts et des bas sur ça. Merci beaucoup Céline de nous avoir ramené à Méribel-Courchevel il y a 18 mois maintenant déjà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.